Bienvenue tout le monde, bienvenue dans le premier épisode de BAM Family. Moi, c'est Margot, lycée Vincent, j'ai 29 ans et tu as. 30 ans. Et on forme ensemble la BAM Family. Aujourd'hui, on est là pour vous parler de notre podcast. Donc la BAM Family, c'est un podcast pour ceux qui s'intéressent au business, à l'entrepreneuriat, en couple, en duo ou solo. Parce que oui, du coup, on est ensemble, on est associés, mais on est aussi fiancés dans la vie. On entreprend quasiment tous nos projets aujourd'hui ensemble, effectivement. Et on est là pour vous parler de ça aujourd'hui. Dans cet épisode, on va vous raconter comment tout a commencé, notre histoire, nos débuts et maintenant BAM Family. Et surtout, comment on est passé de deux personnes complètement différentes avec des parcours de vie et d'école différents à travailler ensemble et aujourd'hui être inséparables tant... Dans la vie et dans le business. Ouais, bon, c'est parti pour l'épisode. N'hésitez pas, c'est notre premier épisode de podcast, donc vraiment, on attend de vous que vous nous souteniez. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast et également à nous laisser une petite note sympathique. Et on est en train de filmer ce podcast, donc pour les personnes qui nous écoutent uniquement, on a aussi la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou sur YouTube et nous laisser des petits commentaires. Et vous abonnez aussi. Abonne-toi! Abonne-toi. Ok, parti, hein. Donc la partie 1, comment on va faire? On va expliquer un peu tous nos parcours. Donc on est créé avec Margot, on va dire des mots. Nos parcours, on va dire scolaires, jusqu'à aujourd'hui où on en est, qui ont un peu marqué notre vie jusqu'à qu'on arrive là. Donc ça va être vraiment un épisode un peu long. On va expliquer d'où on vient, qu'est-ce qu'on a fait pour en arriver où on est aujourd'hui et quels sont du coup à la fin nos projets du jour, qui permet aussi de répondre à vos questions que vous nous avez posées pendant nos lives. On fait pas mal de lives sur différents projets et on répond un peu à vos questions. C'est vraiment l'épisode où on se présente et pourquoi on est là et pourquoi on arrive aujourd'hui à se dire on va se faire un podcast. Donc école. 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 Donc j'ai commencé, j'ai toujours vécu à Lyon. J'ai commencé à faire l'IAE à Lyon. C'est une espèce de vague école de management, école de gestion. J'ai fait énormément d'études dans l'économie, économie en option et langue aussi, anglais, italien. Bon, mon niveau d'italien, Il n'est plus là. zéro pointé. Ensuite, je suis partie faire un master 1 en marketing dans une école de commerce en alternance. Je voulais absolument faire une école de commerce en alternance et pas en parcours simple. Je voulais énormément travailler et commencer à voir un petit peu, voir comment ça fonctionnait. J'étais dans une start-up dans le monde de la santé. Donc rien à voir avec le monde du luxe d'aujourd'hui, mais j'étais déjà accro à tout ce qui était sac à main de luxe, bijoux de luxe, ça, j'y tiens de ma maman. Bref, tout ça pour vous dire qu'ensuite, en master 2 marketing, je suis partie du coup à New York. Donc j'ai fait un master marketing de l'art et du luxe et j'ai adoré. New York, ça avait vraiment été mon déclic entrepreneurial, je crois. Donc ça a été vraiment the déclic en fait. Les études à New York, aux États-Unis, j'ai beaucoup aimé le fait qu'on nous pousse à faire plein de projets, à créer des idées, à créer les projets et à les montrer en fait. Et aujourd'hui, du coup, c'est grâce à ça. Donc à New York, j'ai commencé un peu à créer mes projets Marlux Paris et ça, je vous en parlerai ensuite. On va d'abord poser la question à Vincent. Qu'est-ce qu'il a fait comme études? Alors, rien à voir avec le monde du luxe ou l'entrepreneuriat, le marketing, rien à voir. Moi, j'ai un cursus complet agricole. Donc tout ce qui est, donc toutes mes études ont un diplôme agricole. Je te coupe. Pourquoi t'es parti dans ce genre d'études? Pourquoi je suis parti dans le monde agricole? J'ai grandi dans une famille, on va dire, de grands-parents agriculteurs, une grande famille d'agriculteurs du côté de ma maman. Donc dès tout petit, j'ai passé toutes mes vacances dans la ferme de mes grands-parents et en fait, du coup, j'ai toujours aimé ça et j'ai toujours voulu petit faire paysagiste. Donc c'est ce qui m'a amené à mon cursus que je vais vous dire. Donc le fait, c'est un bac techno qu'on appelait STAV, c'est sciences et technologies de l'agronomie et du vivant. Et après, je suis parti faire un BTS aménagement paysager pour faire paysagiste. Et en fait, j'ai décidé de continuer mes études quand même encore après. Donc je fais une école d'ingénieur. Donc je suis ingénieur paysagiste de formation. Donc sorti d'école d'ingénieur. Donc j'ai bac plus 5 dans le monde du paysage et dans le monde agricole. J'ai fait ça à l'ISA, qui est l'Institut Super Agricole. C'est une des plus grandes écoles d'ingénieurs dans le monde agricole. À Lille. À Lille, en apprentissage. Donc j'ai fait mon école d'ingénieur par apprentissage. Voilà, donc on a tous les deux toujours aussi bossé à côté des études. Par exemple, j'ai toujours eu des petits boulots. Donc j'étais conseillère en vente, donc j'ai toujours bossé dans plein de boutiques différentes jusqu'à avoir 3 boulots différents. Je faisais aussi beaucoup de babysitting. Et à la fac, j'ai commencé, c'est là à ce moment-là que j'ai ouvert mon auto-entreprise en fait, où j'ai commencé à faire des CV, des lettres de motivation et j'ai commencé à créer un peu des sites, des plaquettes commerciales, communication pour plein de monde. Et c'est là que j'ai commencé un peu à tout apprendre le marketing, communication, digital, toucher à tout quoi. Et moi, j'ai commencé à l'âge de 16 ans à travailler dans une boîte de paysage où après, j'ai fait aussi mon apprentissage d'école d'ingénieur après. Donc, j'ai commencé à 16 ans dans cette entreprise, vraiment pousser des boîtes de béton, pousser des tondeuses, tout ce qu'on fait dans le monde du paysage, aménagement extérieur. Et j'ai bossé toutes mes vacances d'été pour pouvoir partir en vacances après. Donc, j'ai appris à la dure, comme on dirait, si j'aime pas trop dire ça, mais moi, j'adorais faire ça. Et après, j'ai été dans cette entreprise, j'ai évolué tout doucement pendant l'école d'ingénieur. Et du coup, après ton école d'ingénieur, t'as fait quoi?
T'es allé où? Après mon école d'ingénieur, j'ai fait de l'intrapreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est en fait, t'es embauché dans une entreprise pour développer une partie de l'entreprise, une branche de l'entreprise, tout créer, ou alors carrément l'entreprise, en fait. Donc, t'as ton patron au-dessus de toi, et ensuite, c'est toi qui dois tout gérer. En gros, t'as quelqu'un qui te dit je t'embauche, Mm. tu montes une boîte. En Il y général. a un peu moins de stress quand même, parce que du coup, il n'y a pas le stress financier. Et ça, faut se le dire. Et Donc, ton salaire à la fin du mois. oui, voilà. En gros, c'est ça. C'est monter une boîte sans avoir ce gros stress et cette enclume de la trésorerie, ou même s'il y en a quand même, hein, mais de dire c'est pas notre argent, entre guillemets. Si j'aime pas trop dire ça, c'est un peu méchant de dire ça, mais c'est un peu ça. C'est un peu vrai. Et donc, en fait, sorti d'école d'ingénieur, bon, je voulais faire paysagiste de base. En fait, après, j'ai voulu faire pépiniériste. Je sais pas pourquoi, je suis devenu fan de pépiniériste pour les plantes d'extérieur, que produire des végétaux et des arbres pour aménager les extérieurs. Donc, je suis parti faire de l'entrepreneuriat en Île-de-France, à côté de Versailles, pour monter une pépinière d'achat-revente et de production de végétaux. Donc, de base, j'appartenais à un groupe qui s'appelait Saint-Folia, qui était la 5e pépinière qui crée et qu'on crée en France. Donc, on vendait que aux professionnels de l'aménagement extérieur, des plantes d'extérieur pour faire les jardins des particuliers ou les aménagements des espaces verts dans les communes ou autres. Donc j'ai fait ça pendant 6 ans à peu près. Ouais, 6 ans. 6 ans où j'ai fait, voilà, j'ai créé, on va dire, une pépinière abandonnée dans un champ, on va dire, en gros une pépinière abandonnée, créer une pépinière de vente de végétaux et après mettre la mise en place de la production de végétaux. Voilà. Et donc Margot. Donc j'ai fini mes études à New York, donc marketing de l'art et du luxe, et je suis partie forcément faire mon stage de fin d'études à Paris. Parce que dans le luxe, j'avais pas trop d'autres options. C'était soit je continuais à l'étranger, soit je faisais à Paris, mais Paris, ça reste bon noyau, des maisons de luxe, etc. Et après plusieurs entretiens et tout, j'ai décidé de partir chez Jimmy Choo. Donc j'étais assistante retail, donc je m'occupais de plusieurs boutiques en Europe, que ça soit, j'étais au bureau, mais je m'occupais voilà, des boutiques, les problèmes au quotidien, gérer l'administratif, les chiffres, les remontées des chiffres d'affaires, des bénéfices, du stock. Enfin voilà, on était vraiment le petit hub entre guillemets entre tous les pôles, préparer les soldes, etc., etc. Et ça m'a pas énormément plu. C'était 6 mois de stage, mais j'ai pas hyper apprécié. Par contre, pendant ce stage, j'ai rencontré une personne incroyable qui s'appelle Anna. Si elle regarde cet épisode, c'était incroyable et on est encore très bonnes copines. Mais du coup, pendant ce stage, j'ai commencé à travailler sur Marlux Paris, qui était mon projet que j'avais commencé à New York et qui me titillait parce que c'est vrai que j'étais pas hyper épanouie pendant ce stage. Et j'ai vraiment eu une grande claque en fait, parce que à la base, mon plan, c'était, et avec mes parents, c'était je bosse dans une maison de luxe, je greux avec Village Eslon et je reste dans cette maison de luxe. C'était mon rêve, Louis Vuitton, Chanel, Hermès ou Dior. Enfin, vraiment, j'avais en tête voilà, d'être soit en marketing communication, soit en retail, soit en digital. J'adore ces 3 pôles-là, mais c'est vrai que j'ai eu une grande claque. Je me suis dit, en fait, j'aime pas ce que je fais. J'aime pas bosser pour ces maisons-là. J'entendais beaucoup de mauvaises choses aussi de copines qui bossaient à droite, à gauche. Et je me suis dit, en fait, j'ai envie d'aimer ce que je fais. Que j'ai fait une alternance en marketing pour ma première année de master et j'ai adoré. D'ailleurs, merci à mon responsable marketing qui s'appelle Michael, qui était incroyable, qui m'a fait adorer ce que j'ai fait et qui m'a vraiment poussé à partir à l'étranger aussi. Et je me suis retrouvée dans un stage en fin d'études que j'aimais pas du tout, du coup. Et je m'en suis rendu compte, je me suis dit, bah non, c'est pas ce que je veux faire. Et de base, Margot voulait repartir à l'étranger. Oui, c'est vrai. Alors, ah ouais, on va repartir. Donc, j'arrive à Paris. Là. Toi, ça faisait déjà 1 an que t'étais à Ça Paris. faisait déjà 1 an que j'étais à Paris. Et en fait, on s'est rencontrés du coup le soir du Nouvel An. Enfin, le jour du Nouvel On An. n'est pas parisiens. Avant. On n'est pas parisiens de base, donc Oui, toi, t'es de Oyonnax, pour ceux qui connaissent le rugby ou le plastique. quasiment tout le monde connaît Oyonnax quand même à chaque fois qu'on en parle. Et je suis de Lyon. Donc en fait, on s'est retrouvés à Paris. Toi, ça faisait déjà 1 an que tu y vivais. Et en fait, c'est une copine en commun qui nous a invités à cette soirée. On connaissait personne, toi et moi. On s'est rencontrés. Et ouais, et du coup, on a passé la soirée ensemble, en fait, à discuter, etc. Et ça a matché, quoi, tout de suite. Mais bon, dès le départ, je t'avais dit, écoute, voilà, j'ai pas envie de non plus m'embêter parce que moi, dans 6 mois, je pars à l'étranger. Bon, ouais, je repars, quoi. On compte pas rester à Paris, lol. Lol. Donc maintenant, on en est là, 6 ans plus tard. 6 années plus tard. Encore ensemble. Mais tout de suite, on s'est jamais quittés. Ouais. En vrai, j'avais un appart à Paris, donc. Et voilà. Et t'as tout de suite squatté chez Et on moi. a commencé à monter la première boîte ensemble au bout d'1 an. Ouais. Donc en gros, là, j'ai passé une étape, mais c'est ça en gros. La première boîte qu'on monte ensemble, on va expliquer après. 1 an après 1 an. Ouais, mais on était vraiment, dès le début, on vivait ensemble en fait. Donc vraiment, peut-être un soir par semaine, on se disait non, bah, allez, ça fait beaucoup, faut qu'on rentre chacun chez nous. Ouais. Et moi, je faisais quand même 1 heure de voiture pour aller le matin donc, à ma pépinière et 2h30 le soir. Pour revenir. Les Parisiens connaissent les petits bouchons parisiens. Parce que je vivais dans l'Est parisien, vers la gare de Lyon. Dans l'ouest. Et lui, il allait vers Versailles, à 1 heure encore de Versailles quasiment. Oh non, 1/2 heure Versailles. Donc vraiment à l'opposé. Moi, je connaissais pas Paris, donc en fait, je me disais, oui, bon, moi, c'est pas très loin. Et en fait, les premières semaines, je m'avais pas dit que c'était aussi loin, en fait. Belle preuve d'amour. Pendant 6 mois, il a fait ça, hein, il a les allers-retours. Donc du coup, donc on se rencontre, mon stage se passe pas très bien, je développe du coup mon idée de Marlux Paris. Donc Marlux Paris, à la base, c'était la location de sacs de luxe par abonnement. Ensuite, je l'ai un peu dévié en plutôt sac premium, parce que je me suis dit,
sac de luxe, ça risque d'être très cher au niveau de l'abonnement et pas sûr que ça puisse passer en France, et cetera, en fonction des salaires et tout. Donc pendant le stage, donc le stage se termine et là je me dis: «Qu'est-ce que je fais?» En fait, à la base, je devais trouver un boulot et aller bosser dans une grande boîte, mais en fait, ça me plaisait pas du tout. Je me suis rendu compte que j'aimais bien, ma casquette un peu retail, enfin donc s'occuper de boutique, de physique, la casquette marketing et la casquette aussi entrepreneur, digital, et cetera, et je me suis dit: «Quel boulot je vais choisir?» Dans les maisons de luxe, rien qui regroupe les 3 en fait, et je devais vraiment choisir, très catégoriquement, et les postes qui étaient proposés, franchement, ils me vendaient pas du tout du rêve. C'était vraiment cantonné à une mission et j'étais persuadée que j'allais m'embêter de fou, et donc je me suis dit: «Bon, bah». Oui, et savoir que pendant le stage, Margot refuse un VIE J'avais chez Pernod Ricard. Ouais, j'avais postulé à plein d'offres différentes sur le groupe LVMH et etc. Et un monsieur donc m'appelle, en plus, je réponds jamais au téléphone quand c'est des numéros bizarres. C'était un numéro de New York. Vincent il me dit: «Non mais vas-y réponds, on sait jamais». Je réponds et en fait c'était, donc une personne de chez Pernod Ricard qui m'appelle de New York, qui me propose du coup, le VIE. C'est un VIE en opérationnel. C'est pas un VIE donc pour lequel j'avais postulé en plus il me semble, hein, parce que c'était pas un poste qui m'intéressait. J'avais postulé pour autre chose à New York et finalement il m'appelle pour un poste en opérationnel chez Pernod Ricard à New York, et je crois que c'était pour 18 mois ou 20, ouais 18 mois je crois, et après réflexion, j'ai refusé. Pourquoi j'ai refusé un VIE? Donc le monsieur était choquée, hyper, je m'en souviens. Je lui ai dit que j'avais un projet en cours et que je voulais monter mon entreprise et qu'en fait, je me disais que c'était le moment ou jamais et que je voulais le tester maintenant et pas plus tard. Et en plus, le poste me plaisait pas tant que ça. L'opérationnel, à l'époque, c'est pas ce qui me vendait du rêve. Et Pernod Ricard, le problème, c'est que c'est beaucoup d'alcool et je suis pas une personne qui boit beaucoup d'alcool. Et en plus, elle est marre, c'était Puis aussi les champagnes, Margot ne boit pas de champagne. j'ai du champagne, du Ricard, je sais plus quoi, et moi je ne bois, je déteste ce champagne. Je me suis dit franchement bosser pour une boîte où j'aime pas déjà le produit, ça aurait été très compliqué. Enfin, j'adore le packaging et tout, mais le produit en tant que tel, j'en bois pas, j'aime pas. Je me suis dit ça allait être compliqué et j'avais pas envie à cette époque-là de repartir vivre à New York. J'avais envie de partir ailleurs, mais pas à New York. Et Vincent est arrivé dans ma vie, ça faisait déjà quelques mois. Et tout ça faisait que je me suis dit, ok, je reste à Paris, je monte mon projet. Et après, on verra. En vrai, c'était ça le plan. Donc après, Marlux Paris est arrivé. Ouais, Marlux Paris, du coup, Sortie d'école. sortie d'école, ouais, effectivement, location de sac de luxe. Donc, je finis mon stage de fin d'études. J'annonce à mes parents. Au début, je leur ai pas trop dit. J'aurais dit, je cherche du boulot et tout. Donc, en attendant, Vincent m'a hyper soutenue. Franchement, tu m'as grave soutenue, heureusement, parce que mes parents, au début, ils tiraient la tronche. Pourtant, mon père est à son compte. Donc, il devrait comprendre. Mais on était enfin, je sais pas, j'étais partie sur un focus. Et justement, il est à son compte. Il connaît les galères. Et il s'est dit, mince, il a pris peur. Donc, au début, j'aurais pas trop annoncé. On a fait ça un peu, j'ai fait ça un peu dans mon coin. Et Vincent m'a dit, vas-y, prends un petit boulot comme ça, nourricier, comme tu dis. Nous ici, donc en gros, trouver un petit boulot pour avoir un salaire. Parce que le problème de monter une boîte, c'est quand on a le stress de pas avoir d'argent qui rentre. Mais on stresse encore plus. Et je trouve qu'on fait énormément de conneries quand on a ce problème financier qui arrive. Et du coup, on veut que ça aille vite. Il faut qu'on gagne vite de l'argent pour se payer. Et en fait, je trouve que c'est mon avis et amplement personnel. Mais je trouve que du coup, quand on n'a pas de petit boulot, quand on va monter une boîte à côté, et ben en fait, on crache tout de suite parce qu'en fait, on stresse tellement, se dire, il faut qu'on fasse de l'argent, il faut qu'on fasse du cash, il faut qu'on puisse se payer. Alors qu'en fait, si on a un petit boulot, la boîte, elle mettra peut-être un peu plus de temps, mais on a moins le stress de payer ses factures et payer la vie toujours. Sans faire d'extra, mais au moins payer le minimum de la vie. Le loyer, l'eau et tout ce que tu peux vivre normalement. Donc du coup, je trouvais un boulot en tant qu'hôtesse et j'étais franchement très bien payée pour ce que je faisais. Franchement, c'était un peu scandaleux. J'ai des copines qui bossaient dans des grosses boîtes et Pas hôtesse de l'air, mais hôtesse à l'accueil dans une boutique chez BMW. Ouais, je bossais donc pour une agence qui plaçait donc les hôtesses. Donc j'étais à l'accueil. Il y avait différents types d'hôtesses. Il y avait des hôtesses qui faisaient plusieurs entreprises. Moi, j'étais vraiment dédiée à une seule entreprise et c'est ce que je voulais. Je voulais un truc assez fixe et pas bouger tout le temps. Et l'avantage, c'est qu'il y avait quasiment pas de boulot et du coup, je pouvais énormément bosser Marlux Paris. Donc ça, je savais pas trop à la base en vrai. Donc j'avais commencé sur un poste à mi-temps, je crois. C'était un semi-mi-temps, semi-temps plein. C'était un peu bizarre. Et en fait, je me suis rendu compte, eux, ils cherchaient, ils voyaient que j'étais sérieuse et que ça se passait bien et ils cherchaient des hôtesses à plus longue durée. Et moi, je me suis rendu compte que sur place, en fait, personne m'embêtait et que je pouvais vraiment bosser mon projet et que ça les dérangeait pas. Et on en parlait entre nous et tout. Enfin, c'était vraiment très cool. Du coup, j'en ai profité. J'ai vachement fait évoluer mon projet pendant 1 an, quasiment comme ça. Donc, j'ai dû annoncer à mes parents que finalement, j'allais faire ça. Au début, ça a été difficile en vrai. Je me rappelle maintenant, au début, ils comprenaient pas, hein, vraiment, ils étaient un peu pas contents. Et au final, ils se sont faits. Ils ont vu que j'étais déterminée déjà et que après ça a commencé à marcher. Donc, ça les a rassurés. Avoir le temps de faire mon projet et ça m'a bien aidé. Franchement, ça a été génial. Donc là, c'est vraiment un bon plan que je vous donne. Après, ça dépend. Il y a des hôtesses qui ne peuvent absolument pas bosser dans leur boulot, mais moi, là où j'étais, sans aucun problème. Ouais, voilà, on fait pas grand chose et pas faire grand Dur chose. mentalement. Pas faire grand chose dans ces journées. Ouais. C'est très long ces journées. Ouais, au début, ça allait parce que j'avais plein de trucs à faire. Au bout d'un moment, vers Paris, c'était déjà tout prêt et donc je commençais un peu plus à m'embêter. Et arrive en février 2020, je lance Marlux Paris officiellement avec le site, les locations. J'ai quelques locations. Et là, Notre ami, le Covid. Covid arrive. Vas-y, raconte ta partie sur le Covid parce que franchement. Le Covid arrive, donc Marius commence à prendre. Je vais pas dire waouh, pumpé quoi, mais
Prends tout doucement. C'est quand même un business assez compliqué, la location déjà c'est compliqué. Et c'est pas du tout dans les mœurs. La location en Europe, c'est pas vraiment les mœurs de louer quelque chose. Bon, tous les problèmes de transport, donc là il y a aller-retour, donc c'est encore pire, donc ça double le problème de transport. Le Covid arrive, bon, tout le monde dans le flou, comme tout le monde, je pense. Le flou était rare. On sait pas ce que c'est, on sait pas ce qui va arriver. Du jour au lendemain, plus personne travaille. Du jour au lendemain, on dit qu'il faut arrêter de travailler. Du jour au lendemain, on dit qu'il faut rester chez soi. Bon. Donc le Covid est là. Marlux s'arrête complètement. On réussit à récupérer tous les derniers sacs qui étaient des clients quand même, pour les récupérer quand même, pour essayer de récupérer le stock tout le sac chez nous. Sachant que 2 mois avant, j'avais été prise dans un incubateur à 3. Donc j'avais participé à une espèce de concours pour être incubée, donc chercher un incubateur. Et le problème des incubateurs à Paris à ce moment-là, c'est qu'il fallait y être à 100% et il fallait payer une blinde dans certains. Et clairement, j'avais pas d'argent et je pouvais pas être à 100%. Donc c'était pas possible. Mais du coup, j'ai trouvé un incubateur où je pouvais y aller quand je voulais. Il y avait des petites séances des fois le week-end, etc. Enfin, c'est vachement bien aménagé en vrai. Et donc j'ai été prise et ça m'a vachement rassurée parce que je me suis dit... Ça grow up, ça valide mon projet professionnellement en fait. Il y a des professionnels qui valident mon projet, qui se disent ouais c'est une bonne idée quoi. Et ça rassure. moralement c'est bien quoi. Ouais. Et du coup, Covid arrive, et moi j'étais en train de faire de l'entrepreneuriat où en plus on venait de signer les plus gros chantiers de la pépinière, donc on cassait tout, on commençait tout. La semaine d'avant, on avait tout cassé, donc plus rien. Je vous fais vite fait le schéma. Une pépinière, c'est plein d'arbres et de végétaux qu'il faut arroser pour qu'ils puissent vivre. Il faisait en plus super beau, pendant le Covid super chaud. Ouais. On avait des problèmes énormes d'arrosage. J'ai passé les plus grosses galères de ma vie, je pense, pendant ce Covid. Donc j'étais du lundi au dimanche à la boîte parce qu'en plus les employés, comme le Covid, fallait faire des équipes, vous avez tous connu ça, je pense, c'est peut-être pas des bons souvenirs. On avait la chance d'être dehors, donc ça allait quand même, on arrivait à avoir un peu de monde, mais bon, c'était pas waouh. En plus, on galérait complètement. Donc moi, j'ai bossé du lundi au dimanche, et Margot s'ennuyait vachement. Ouais. Il faisait beau, Ouais, on pouvait sortir 25 minutes par jour, je crois, mais bon, à un moment donné... Nous on était à la campagne, donc ça allait, on était on plutôt... était dans la région de France, dans les Yvelines, donc On était à Fontenay-le-Fleury. il faisait beau, on avait de quoi marcher quand même dans la nature. Ouais, on était bien. On n'était pas trop mal, on va pas se plaindre pour le Covid. Et Margot s'ennuyait. Et un matin, elle me dit... C'est un samedi matin. Un samedi matin... Je regardais beaucoup de chaînes YouTube en fait. Je regardais beaucoup YouTube, j'adorais YouTube. Déjà à l'époque, j'étais fan. J'avais pas encore ma chaîne YouTube. Et elle me dit, viens, on monte un business, on vend des balances connectées. Je lui dis, fine, je comprends rien de ce qu'elle me dit. Je lui dis, ok, on fait un truc, on sait rien faire. Moi, je sais rien faire là-dedans. Je lui dis, ok, on y va. Et en fait, ça m'est venu parce que je regardais beaucoup de vidéos YouTube sur le e-commerce, sur le dropshipping. À l'époque, c'était pas un gros mot le dropshipping. Donc le dropshipping, pour ceux qui savent pas, de base, donc c'est pas un mot horrible. Ça existe encore. Et ça existe encore. Il y a Hein. des boîtes encore qui font. Ben oui. En fait, c'est un système de logistique où l'entreprise, imaginons moi, je suis une entreprise et je veux vendre un produit, des bijoux par exemple, à Alice. Alice qui est ma consommatrice finale. Et ben je vais acheter les bijoux dans un autre pays ou dans une autre entreprise et cette entreprise qui fabrique va les envoyer directement à ma cliente et c'est pas moi qui vais m'occuper de la packaging. Et on n'a pas le stock. Tu payes pas le stock surtout. On n'a pas le stock. Non mais tu payes pas le stock. Tu payes pas le stock en fait. Avantage, on n'a pas le stock. Tu payes quand la commande. En gros, vous vendez des produits qui sont d'un catalogue d'un fournisseur et vous faites juste votre marketing derrière. Mais ça existe encore. Il y en a encore plein qui le font. Ouais, et des grosses entreprises. Hein. C'est juste que maintenant, c'est mal vu. Parce que c'était très mal détourné par le Covid. Il y a plein de gens qui ont arnaqué les gens. Et c'est bête parce que... C'est un super système. C'est un super système. Il y a plein de marques qui sont créées grâce au dropshipping, qui maintenant sont devenues des vraies marques, des belles marques. Il y en a plein qui sont créées comme ça. Ils ont essayé si le produit marchait. Et après, ils ont pris le produit, ils l'ont tout modifié, ils ont tout refait, ils ont fait un truc super derrière. Donc ça aide aussi à se lancer. Après, il y a différents types de niveaux de dropshipping. On a associé le dropshipping avec des produits pas quali. Il peut y avoir du dropshipping avec des produits super qualitatifs. Enfin, vraiment, ça dépend où. On a ça dropshipping du coup, en fait. Parce que les gens veulent pas. Oui, c'est devenu un gros mot. Et donc, du coup, je me renseigne et tout. Et je dis à mon enfant, écoute, vas-y, je vois tout le monde se met au sport. Moi aussi, je m'étais mis au sport parce que je suis vraiment pas une grande sportive. Et je lui dis, bah, viens, on vend des balances connectées. Voilà, en ligne. Donc, on trouve un fournisseur. Je crée le site sur Shopify en un week-end. J'avais, en fait, avec Marlux Paris, appris à créer le site. Sur Marlux Paris, j'avais fait avec WordPress WooCommerce. Et là, je m'étais dit, en plus, c'est un nouveau petit challenge. Shopify, ça a l'air plus facile. Let's go. Donc, on crée les sites. Je mets en place, du coup, le fournisseur. Je l'intègre directement sur mon site. Et j'avais regardé beaucoup de chaînes YouTube, dont c'était Yomi Denzel. C'est Denzel Yomi Denzel et Lucas Biver, je pense. Ouais, et Lucas Biver, ouais, que je regarde d'ailleurs toujours. Hein, j'aime beaucoup Lucas Biver. Très cool. Donc, aujourd'hui, Yomi, je pense, voilà, il a une scie particulière et du coup, son contenu est très show-off, à montrer beaucoup, un peu à l'américaine. Et ça fonctionne très bien. Moi, j'applaudis vraiment ce qu'il fait. Enfin, sincèrement,
vraiment, c'est l'un des rares qui est extrêmement sérieux et qui n'a pas arnaqué justement ses clients. Bref, tout ça pour vous dire que ça a été aussi le déclic, cette personne, ça qui est drôle. Et donc, j'ai regardé ses vidéos parce qu'il apprenait comment faire la publicité sur Facebook. Et ça m'a intéressé à la base pour Marlux Paris surtout. Donc, j'ai appliqué pas mal de conseils pour Marlux Paris. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas créer un nouveau truc, parce que Marlux Paris, c'est à l'arrêt. Et comme ça me permet de tester avant de faire sur Marlux Paris quand ça ressortira. Et moi, ça nous occupait. Ouais, et puis en plus, ça m'occupait, j'avais que ça à faire. Donc, j'ai commencé à faire des petites pubs à 5 € de budget par jour, ce qui est rien du tout. Aujourd'hui, ça marcherait pas, sincèrement. Mais à cette époque-là, les grosses boîtes, elles avaient complètement coupé le... Parce que comment marche la publicité sur Meta, donc Facebook, Instagram, c'est en gros pour simplifier le truc très rapidement, c'est une courbe de l'offre et de la demande. Donc s'il y a peu de monde qui mettent de la pub d'entreprise qui paye, vous avez plus de visibilité et les prix sont pas chers du tout. C'est vraiment un peu la bourse ou l'offre et la demande, c'est vraiment ça. Ouais. Et du coup, pendant le Covid, les grosses entreprises, elles ont coupé en priorité le budget marketing pour sauver le maximum de monde. Et du coup, les petites entreprises comme nous, on avait un boulevard. Et c'est pour ça qu'il y a des boîtes qui se sont autant développées pendant le Covid, parce qu'elles ont tout compris. Donc, j'ai commencé avec 5 € de pub, et ensuite, j'ai dit à Vincent, ça va commencer à grossir, mais sans plus, quoi. Et je sais pas, un jour, je regarde un peu, je me renseigne, et je vois une marque qui vend des leggings et qui les promouvoit de partout sur des influenceurs, télé, pas télé, etc. Je me dis... Donc, je regarde sur Facebook, si vous avez une Facebook librairie pour les ads, pour les pubs. Pour voir quelle entreprise paye Facebook. Pour faire la pub. Et du coup, je vois que cette entreprise, elle fait pas de pub avec Meta, enfin Facebook et Instagram, mais que avec les influenceurs. Et je me dis, mais c'est génial. Donc, je cherche le produit, je le trouve très rapidement, je le mets sur mon site, et là, ça explose. Ouais, la première semaine, je pense que c'était un peu calme, et encore. Et encore, c'était mieux quand même. Bah, vraiment, oui, c'est impressionnant. Quand c'était vraiment impressionnant. On met un peu de pub, au bout de 48 heures après, la pub, elle est partie. Ça marche. 24 heures, 48 heures, et on voit déjà les premières commandes arriver. Ouais, ça allait vite. Et après, deuxième semaine. Et après, bon, bah, tous ceux qui ont un site Shopify qui nous écoutent, je pense que vous connaissez les petits ding ding ding, donc ça fait trop plaisir, ça motive. Et je vous le mettrai là, si on se le trouve. Et après, bah, en fait, plus vous avez de ding, plus vous êtes content. Donc, chaque ding, c'est une commande. Et après, donc, ça motive. Donc, après, on remet encore le plus de pub. On grossit, on met de la pub. On change un peu les fournisseurs parce qu'on a des problèmes de qualité. Parce que quand même, au début, en fait, pendant le Covid, déjà, on avait du mal à recevoir des échantillons rapidement. Donc, il fallait aller vite. Et en fait, de base, c'était un peu un passe-temps qu'on s'était dit, on fait ça pour, comme ça, entre guillemets, rigoler. Ouais, et puis on apprenait plein de trucs. Et pour apprendre un truc. Et en fait, ça a grossi très, très vite. Jusqu'au jour où on a... C'est un peu à voir sur la croissance, en fait. On s'est fait un peu avoir, en fait. Donc, c'est un peu maintenant ce que je dis toujours. Quand on veut monter une boîte, des fois, il faut arrêter d'être trop carré, d'être trop genre, on veut que tout soit parfait pour monter la boîte. On veut que le marketing, la DA, donc direction artistique, soit ultra clean. En fait, des fois, il faut avoir une idée, faire un site, envoyer le site, mettre de la pub, ça marche. On continue, on fait un truc carré, ça marche pas, on arrête. C'est comme ça maintenant qu'on monte nos boîtes. C'est comme ça que beaucoup de grosses boîtes commencent en dropshipping. Nous, c'est notre vision maintenant, c'est on dépense le moins de budget au début, et après, si ça commence à marcher, on met du budget. Que certains mettent beaucoup de budget au début et essayent de faire marcher. Voilà. Donc, petit disclaimer, effectivement, il y a des entreprises où t'as pas le choix. Mais bon, si vous pouvez éviter de dépenser trop de budget, testez sans. On fait du cosmétique et tout, ou la création, c'est toujours compliqué. Ouais, on croit en son projet, c'est trop cool de croire en son projet, et il faut. Et donc, du coup, on met quand même beaucoup d'argent et après, on le vend. Et du coup, ça grossit énormément. Ça s'appelait Track Body, même. On vous mettra. Je vous mettrai les photos des leggings. Des leggings qu'on vendait. Jusqu'à dépenser 500 € de pub par jour sur Facebook. Donc, c'est énorme. Et en plus, donc, quand on y pense, c'est pas grand. Rien du tout, en fait. Bah, c'est rien. Pour nous, c'était énorme. C'est énorme parce que c'était vraiment la mine. Moi, j'ai mis mon argent que j'avais de côté. En plus, plein Covid. Je mets l'argent que j'ai de côté. Au début, je mets 20 balles, 30 balles. Puis après, 500 €. Et là, sont un peu arrivés les gros problèmes et les galères. En gros, les galères surtout, c'est que quand un client paye, donc quand vous payez sur un site, l'entreprise elle reçoit l'argent une semaine après. Donc il fallait gérer la trésorerie. Et la trésorerie, c'est le nerf de la guerre dans toutes les boîtes. Donc, on développe Trackbody. Ça explose en 2 mois. Donc, on a fait ça de fin mars à fin mai, en fait. Parce que mi-mai, c'était 16 mai, je crois que tout le monde pouvait ressortir, entre guillemets. Et on a vendu... Entre 8 et 9 000 leggings, je crois, en 2 mois. Ouais, ça a explosé. Et au bout d'un mois, on voyait Trackbody, ça a commencé à descendre parce que on a fait l'activité de fin mars jusqu'à fin mai, à peu près début juin. Le Covid, la première sortie du Covid, c'était aux alentours du 16 mai, je crois, il me semble. Ouais. Et à ce moment-là, du coup, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on arrête? Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on en fait une grosse boîte? En fait, on aurait pu faire une grosse boîte si on était encore, si on prenait la boîte, on faisait une super belle DA, on mettait de l'argent. Après, voilà, le monde du vêtement, on a appris que c'était pas notre truc. Entre les tailles, et puis le sport, c'était pas notre dada non plus, quoi. Ouais, ça nous faisait pas kiffé, quoi. Ouais. Donc, du coup, sortie de
ça, on fait d'autres tests. On se dit, vas-y, on va lancer peut-être d'autres sites. On attendait de lancer des coques de téléphone et des chouchous avec des sites super beaux, des créatifs, des photos, des trucs trop canons. Et ça n'a pas du tout marché. Pas du tout. Vraiment rien du tout. On a du coup perdu de l'argent. Mais on a appris pas mal de choses et on s'est dit, OK, on arrête ça, on clôture. Ça a été 3 mois hyper intenses et hyper intéressants. On a appris plein de trucs. On a gagné d'argent et on s'est dit, on termine tranquillement. On envoie les dernières commandes. On arrête de mettre les produits sur le site pour pas que les personnes puissent recommander également. Et puis on ferme proprement l'entreprise, quoi. Enfin, l'auto-entreprise, on a arrêté quoi l'activité sur celle-là, quoi. Et après, donc on a Margot surtout a retenté de relancer Marlux. Mais plus ou moins parce qu'on savait que potentiellement il y allait avoir une deuxième vague de Covid en fait à l'époque. C'est de le tenir, c'est de faire en sorte qu'il tienne pour qu'en sortant de Covid, quand tout ce serait fini, on soit vraiment prêt. On s'était dit, les gens vont vouloir ressortir, les gens vont vouloir faire plein de trucs qu'ils faisaient avant le Covid qui leur manquait. Donc c'est dit, ça va marcher. Et ça marchait pas. Donc je relance plus ou moins, etc. Et aux alentours de la rentrée, donc je reprends mon boulot de thèse, je m'en mets un peu dans Marlex Paris. Et une copine, donc Victoire, me dit, mais pourquoi tu lances pas ta chaîne YouTube? Parce que j'avais accumulé aussi au fil des années mes sacs de luxe. Mon premier sac, je l'ai eu à mes 16 ans, je me le suis payé après une année où j'ai bossé et un mois en usine. Et pareil, pendant le Covid, j'ai découvert des enchères, etc. Donc j'ai acheté, j'ai revendu des sacs, j'ai fait de la marche, enfin voilà, toujours un peu dans l'optique, on peut entreprendre, mais là c'était plutôt pour moi. Perso. Ouais, perso. Et du coup, ma copine me dit, écoute, j'ai une super caméra, viens, je t'aide pour filmer, on fait une journée, on filme plusieurs vidéos, et puis tu lances ta chaîne YouTube. T'adores regarder des chaînes, je suis sûre que t'as plein de trucs à dire sur ta passion, sur l'expertise aussi, parce que je faisais beaucoup ça, l'authentification des pièces, je m'y intéressais énormément, je le faisais, etc. Et donc elle me dit, vas-y, go. Je dis, ok, vas-y, j'ai un peu de temps, let's go. Puis la deuxième vague de Covid nous pendait au nez. Ouais, on savait qu'elle arrivait, en vrai. Et donc, lancement de cette chaîne YouTube, ça démarre tranquillou. Et d'ailleurs, mes 2 meilleures premières vidéos, c'était ma collection de sacs de luxe et je vends mes sacs et accessoires de luxe. Donc, j'avais commencé par vendre aussi sur ma chaîne YouTube mes propres articles. Donc, deuxième Covid qui débarque. Deuxième Covid. En novembre 2021. Ouais, à Noël. 2020. Je crois que c'était Noël, c'est pas. 2020. Ouais. C'était juste avant, c'était vraiment juste avant Noël. Vu qu'on a fait on a créé une entreprise ensemble, on s'est dit, on va en créer une nouvelle. Qu'est-ce qu'on va faire? Et en fait, on s'est associé avec 2 amis sur Paris, on a monté une agence digitale à Paris. On avait chacun des expertises différentes, donc on s'est dit, les 4 ensemble, ça peut faire un beau mélange. Ça pouvait faire des choses sympas, quoi. Des choses sympas. Chacun a ses compétences, on va s'aider, on va faire une belle agence digitale. Donc on a créé une agence digitale sur Paris. On faisait donc tout ce qui est digital, création de site, publicité, photo et tout, donc qui a commencé à prendre tout doucement. Pendant cette agence digitale, c'est là qu'en fait j'ai créé Bamioting, donc qui est l'autre entreprise que j'ai maintenant. Le Compostala. Qui en fait a été créé de base pas par une idée, mais en fait pour voulait montrer à un client comment se développer sur Instagram. C'est à l'époque où les Reels marchaient énormément. On lui avait donné une stratégie, il ne croyait pas. Je lui ai dit, moi j'aime bien les bateaux, donc un compte from crash, donc de partir de zéro. Et si ça marche ma stratégie, c'est qu'on avait raison. Donc en fait ce compte Instagram Bamioting a été créé comme ça, mais brut de décoffrage à l'arrache, complètement. Je lui ai dit, tu vois, on va poster, ça a marché. Le compte a pris. Le conseil qu'on lui donnait, c'était poster un Reels par jour. Donc Vincent a vraiment appliqué le conseil. Et c'est du boulot, parce qu'il faut tenir chaque jour. Et donc pendant le premier mois et demi, c'est pas passé grand chose. Donc je prenais des vidéos sur les réseaux que je republiais, que je créditais. Donc je faisais que ça, je créais rien comme contenu, je faisais rien du tout. Je repartageais en fait des vidéos que je téléchargeais et que je repostais, toute bêche, je mettais des légendes, il fallait que je regarde ce que je faisais. Et ce compte, il avait grossi un peu, mais ça montrait que ça prenait. On payait pas de publicité. Et après 1 mois et demi, ça a explosé. Ouais, 6 mois après. Non. 1 mois et demi, 2 mois, boum, d'un coup, ça a pris explosé d'un coup. Et ce compte a pris des dizaines. T'as pris 20 000 abonnés en très peu de temps, au bout d'1 mois et demi, 2 mois. Après, ça s'est un peu stabilisé. Et après, ça a été le décollage. Il y a des fois 1000 abonnés par jour. Ouais, voire 5000, je pense, par jour. J'ai toutes les stats, tous les jours, à un moment donné, 5000 par jour, tellement c'était impressionnant. Ils faisaient comme ça, ils prenaient des abonnés. Moi, j'étais à côté, j'étais là, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Ouais, c'était vraiment impressionnant. Et en fait, on payait pas, je publiais, je prenais des vidéos, je postais. Et donc, en fait, ce compte Instagram, je lui ai dit, je vais le tenir, que j'aimais bien les bateaux et tout, donc je vais le tenir, et puis peut-être qu'on en fera quelque chose après. Et après, donc, Bamioting est devenu une sorte de média où des gens venaient me contacter pour promouvoir leur bateau avant, des choses comme ça. Donc, on promouvait leur bateau dessus. Et après, c'est devenu la création de contenu où on allait filmer des bateaux pour aider à vendre plus. Et maintenant, à ce jour, c'est devenu donc un média quand même un petit peu. Et maintenant, c'est devenu aussi plutôt une entreprise de yacht consultant. Donc, on aide, surtout moi, des personnes à trouver des bateaux en location ou à l'achat ou à la vente. Donc là, on est toujours à Paris. On a déménagé entre-temps au Vésinet. On sort de cette période de seconde vague de Covid. On respire enfin. On se dit,
Ah, enfin, quoi. À ce moment-là, l'agence digitale tournait plutôt bien, on était contents, ça se passait bien. Par contre, toi, gros burn-out. Enfin, ton corps t'a lâché. Burn-out, ouais, ton corps t'a Mon lâché. corps m'a dit Ouais. moi je me casse, mais toi si tu veux, tu restes. Ouais, ça a été très compliqué parce que bah, durant les 2 vagues de Covid, Vincent, il a dû assurer à fond, 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 fond dans la boîte où il bossait. Physiquement, mon corps me dit ciao, Mais bye bye, bonne soirée, mentalement, tu n'en pouvais plus, quoi. bonne T'étais arrivé journée. à... Je tombais par terre, bon bref, on va pas revenir dans ces détails. Mais en fait, des fois, c'est pas de mal de le prendre jeune. Comme ça, on se rend compte qu'il faut écouter son corps par moment. Et en fait, on a voulu partir dans le sud de la France. Tu vois, tu voulais pas au début, hein. Je t'ai Ouais, forcé, hein. J'ai dit à voilà. Vincent, maintenant, ça suffit. On part une semaine, on lâche tout. Tu leur dis que tu prends une semaine de congé ou tu te mets en arrêt, tu fais ce que tu veux, mais tu leur dis que tu te mets en arrêt ou en semaine de congé. Donc, ils s'arrangent avec eux, ils étaient très proches, donc ils ont bien... De toute façon, ils te voyaient tomber, hein. En Je vrai. prenais des arrêts de travail, mais je les posais pas. En fait, c'était ça. C'est pour ça que je prenais. Ouais, son médecin le forçait à prendre des arrêts de travail, mais il allait quand même au boulot. Et c'est cool parce qu'il voulait pas, tu voulais pas lâcher ton patron non plus. Enfin, c'était un peu compliqué. Et après, ils t'ont dit, non, non, enfin, tu les as eu, tu leur dis, là, j'en peux vraiment plus, j'ai besoin de me reposer. Et ils t'ont dit, vas-y, pars une semaine. Et donc, on est parti une semaine dans le sud de la France. On pensait qu'il allait faire bon. On a passé une semaine de pluie horrible. En plus, Ouais. c'était. Et en fait, en remontant sur la route, vraiment sur la route, je me dis, c'est bon, on se casse de Paris. J'en ai ras-le-bol de tout. J'appelle mes patrons, je leur dis, je démissionne, je me casse, on arrête tout, enfin nous. Et moi, j'étais là, yes, où est-ce qu'on part? J'attendais que ça. C'était vraiment une grosse décision à prendre. C'est vraiment, je dire, voilà, je dis, je démissionne, je me casse, je rends tout. Dans 2 semaines, dans 2 mois, j'étais plus là, quoi. Plus à Paris, j'en pouvais plus de Paris, j'en pouvais plus de rien. On m'a dit, on se casse. Et à ce moment-là, on cherchait, puis sans chercher aussi un appart, tu te souviens, sur Paris ou sur Lyon, à acheter. Parce qu'avec les leggings, et si on voulait déménager ou arrêter de bosser, etc., on s'est dit, c'est peut-être le moment d'acheter. On s'est dit, on profite d'avoir nos CDI. Moi, j'étais en CDD à ce moment-là, en hôtesse, j'étais en CDI. Et donc, à cette période, donc, on cherchait un appart. C'était à peu près en mars et en janvier, février, j'avais commencé un nouveau boulot. J'en avais marre d'être en hôtesse, en fait, j'en pouvais plus. Marlux Paris, bah, avec la deuxième vague de Covid, c'était un peu à plat et j'en avais marre. Et tout était prêt, donc en fait, j'avais plus rien à travailler et je m'embêtais. Et donc, je postule pour plein de boulots. Avec l'expérience du coup de tous les trucs en digitaux, etc., l'agence digitale, le dropshipping, mon projet perso et tout, j'avais énormément de propositions et j'ai décidé d'intégrer une entreprise qui s'appelle Wishibam et j'étais e-store manager, donc je m'occupais d'une boutique, enfin de plusieurs boutiques en ligne et c'est un beau projet en fait. On s'occupait en fait de créer des sites pour des centres-villes pour aider les commerçants en fait à se dépatouiller, surtout avec le Covid. Avec le Covid, de Marketplace Paris. Ouais, et donc on faisait ça aussi sur des centres commerciaux, etc. Donc c'est cool. Et pendant ce temps-là, donc au tout début, j'avais déjà planifié d'aller faire une formation au Brésil. Je vais partir avant d'avoir entamé ce job, mais malheureusement, la vague de Covid là-bas était en décalé et mon billet a été annulé. Donc je commence chez Wishibam, cette entreprise, ça s'est très bien passé, etc. Au bout d'un mois, 2 mois, je sais plus, au bout d'un moment, du coup, j'ai décidé de partir au Brésil. Mais Vincent, du coup, entre-temps, a fait son burn-out. Donc, on est parti une petite semaine. Moi, je télétravaillais, du coup, parce que je venais d'intégrer l'entreprise, donc je ne pouvais pas poser de congé. Donc, tous les jours, moi, j'étais sur mon ordi à l'appart. De toute façon, il faisait moche, donc il n'y avait rien à faire. Vincent, il se reposait, il allait un peu se balader, etc. Et ça t'a fait du bien quand même. Et c'est à ce moment-là qu'il m'a dit, il faut qu'on parte de Paris. Il m'a dit, il faut que j'arrête. Mais au début, tu m'as dit, j'arrête mon boulot, j'en peux plus. Au début, j'ai dit, j'arrête mon Ouais. boulot. Et je te dis, écoute, on va y réfléchir, on va voir avec tes patrons et Et tout. après, on a dit, bon, bah, tant qu'à faire, si on arrête. On n'était pas parisiens de base. Moi, j'adorais Paris, mais en fait, je me dis que c'était plus fait pour moi. Après, ils t'ont dit, tes patrons t'ont rattrapé, t'ont dit non, 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 s'il te plaît, on essaie de trouver une solution pour que tu te sentes mieux et qu'on on aménage peut-être des trucs, etc. Ça faisait beaucoup d'heures. Franchement, tu rentrais pas avant des fois 21h, 22h. Donc, j'en faisais moi aussi d'ailleurs, mais toi aussi, c'est pas mal. Hein. Et je roulais beaucoup. Tu roulais beaucoup. Ouais, il voyageait beaucoup en Hollande, en Allemagne, en Italie, en Espagne, de partout. En France, ouais. Ouais, surtout beaucoup en France. Du coup, à ce moment-là, donc toi, t'étais pas très bien. Tu te remettais un peu du coup ton burn-out, en fait, tout simplement. Tu reprenais un rythme, etc. Et un jour, je me réveille. Et je sais pas si vous connaissez Renata Frensa. C'est une méthode de drainage lymphatique. Ça a été cartonné à Paris surtout et en France entière. Et en fait, la méthode est incroyable, mais j'avais pas envie de payer les 200 € du Miracle Touch chez le global, le massage le plus incroyable. Et j'ai dit à Vincent, j'ai une idée, je veux ce massage, mais j'ai pas envie de payer 200 € par séance parce que je n'ai pas forcément les moyens de le faire. J'ai des CPF et donc je vais les utiliser pour faire la formation. Comme ça, quand je suis formée, je te montre et tu me le fais sur moi. Voilà, et comme ça, Un boulet jusqu'au bout. je paye pas. Et au pire, je fais les massages un petit peu au début pour me rembourser ma formation et après c'est terminé. Parce que je sais pas si ça va me plaire et le but c'était pas d'en faire mon métier. Et donc je regarde, c'était une formation brésilienne. Paris, une formation brésilienne à Paris, mais en fait, Je pouvais pas utiliser les CPF. et t'avais pas le massage le plus miraculeux à Paris. Ouais, Pour
on pouvait pas faire la formation du Miracle Touch. Cette fameuse formation, elle se faisait au Brésil. Et au stock, il m'a dit, J'ai dit en fait, on regarde les billets d'avion et tout, on fait le calcul et au pire, ce que tu fais, tu vas faire la formation, tu reviens, tu fais quelques massages et au moins ça te rembourse ta formation et au moins on est à zéro. Donc, je craque mon compte, je crois la formation c'était genre 2500 €, je crois avec l'avion, l'hôtel, etc. C'est pas tant cher que ça. C'était plus le Covid en France, mais là-bas, en Amérique du Sud, il y avait un nouveau variant qui arrivait, c'était zone noire. J'avais aucune notion de massage. Ma maman a fait une formation externe en massage, mais moi jamais. Et je m'étais dit, est-ce que je vais y arriver, etc. Et en fait, c'était génial. Les nanas sont adorables. Il y en avait plein qui savaient pas comment faire. Et en fait, la formation, elle est vraiment bien. C'est une semaine, donc c'est pas le plus long. Mais par contre, les horaires, c'était méga intense et vous partez pas tant que ce n'est pas parfait. Donc c'est vraiment l'avantage de faire la formation directement auprès de cette femme. Donc c'est Renata França, elle était là avec sa sœur, etc. Il y a une formatrice pour 2 personnes à chaque fois. C'était génial. J'ai adoré. J'ai rencontré des gens incroyables, des femmes de folie. Il y a des histoires qui te chopent le cœur et tu te dis, mais à quel point on a de la chance en Europe, franchement. Et là, je me suis pris des grandes claques. C'est ça aussi qui m'a fait du bien. Et en fait, j'ai découvert que j'aimais bien en fait faire ça. Donc je rentre à Paris. J'ai dû être confinée 15 jours, c'était. 15 jours. 15 jours, je vais pas bouger. Et du coup, j'avais commencé à créer un compte Instagram, mais vite fait. Et en fait, j'étais sur le site aussi de la nana, j'étais référencée et je recevais tout le temps des demandes. Et je leur disais, mais j'ai pas encore fait la formation. Là, j'y vais. Et une fois que je suis rentrée, j'avais déjà des réservations en fait. Donc je me suis entraînée sur les copines, je me suis entraînée sur toi, Vincent, je me suis entraînée sur plein de gens au début avant d'être sûre de bien faire Enfin, je savais bien faire parce qu'on a appris la technique. Mais après, c'était de prendre confiance en moi, de bien savoir parfaitement les mouvements, etc., de bien me rappeler de tout. Et une fois que j'étais prête, boum, c'était parti. Et j'étais full. Et à côté de ça, j'avais mon travail du coup en CDI. Et donc, je bossais à Paris. J'étais un peu parfois en télétravail parce qu'au début, c'était vachement télétravail et physique. Et on avait l'idée de partir. Et on avait déjà un peu cette idée. Moi, j'avais déjà dit que je pars. Ouais, toi, tu voulais partir. Moi, je pouvais pas trop. Je venais de commencer un boulot et tout. Et du coup, ce qui se passait, c'est que les horaires. Toi, tu faisais quoi comme horaire? Tu te levais à 5h? Je me levais toujours à 5h, je rentrais toujours très très tard le soir. Ouais, Et tu rentrais pas avant 21h. Donc Vincent, il travaillait beaucoup, moi pareil. Donc j'allais à mon boulot. Donc quand j'allais à Paris, en plus, je devais me lever encore plus tôt. Donc j'y allais, je devais y être pour 9h, 9h30, si je dis pas de bêtises. Donc ça va, c'était pas si tôt que ça. Et je repartais vers 19h, je crois que c'était. Donc le temps de rentrer, etc., j'étais pas chez moi avant 20h. Et ensuite, je reprenais ma voiture, j'allais chez les clients faire des massages et je rentrais pas avant 23h minuit des fois, parce que des fois c'était loin. Et je faisais 1 à 2 massages par soir. Et le week-end, du coup, le week-end, j'enchaînais. Samedi, dimanche, j'enchaînais. Donc en fait, on se voyait pas beaucoup avec Margot. Et à ce moment-là, en fait, on était en plein achat d'un appartement à Lyon. À Lyon. Donc Quand on voulait acheter un on est bien appart, tombé. comme on savait qu'on allait quitter nos boulots, c'était le but. Bah, moi, non, mais toi, oui. Le but, c'était que toi, tu voulais quitter ton boulot. Moi, pas forcément. Moi, ça se passait bien. Et On s'est dit, on profite d'avoir un CDI pour acheter un appartement. Donc bon, les galères énormes de l'appartement, on va pas en parler. Mais... ça sera un autre épisode. Et donc on a acheté un appartement à Lyon, il fallait rénover. Donc en fait, après, et en même temps, et c'est là que ça va devenir ultra compliqué, c'est qu'en même temps, on s'est dit, on déménage à Barcelone. On a enfin trouvé la destination, on voulait une destination. Une grande ville au bord de la mer, on n'a pas 50 000, Barcelone. Donc on part à Barcelone, on adorait déjà aller à Barcelone, on adorait la vie en Espagne. Donc on avait dit qu'on partait à Barcelone le 1er novembre, c'était la date. C'était un bazar. Franchement, cette période de notre vie, c'était, je crois, la plus. Et c'était la date. Et en fait, du coup, après des dizaines de galères dans l'appartement à Lyon, on a eu les clés, en fait, on a eu les clés qu'au mois de septembre, alors qu'on aurait dû les avoir au mois de juillet. Et en fait, du coup, de septembre au 1er novembre, donc il y a 2 mois, on a dû rénover un appart le week-end. Donc en fait, on bossait la semaine comme des fous. Et le vendredi soir de nuit, moi, je reroulais encore avec on prenait la route pour aller rénover l'appartement le samedi dimanche et on remontait dans la nuit entre dimanche et lundi. On faisait les allers-retours du coup à Lyon tous les week-ends pour rénover l'appart le week-end. Heureusement, il y avait nos parents qui nous aidaient. Donc ça a été cool aussi. Mais c'est ce qu'on a fait de septembre à fin octobre. Et il fallait que le 1er novembre, l'appart soit prêt pour être loué parce qu'on partait à Barcelone et on pouvait plus y revenir. Et le 1er novembre, on déménage à Barcelone. Et donc non, on a parlé là ça va être de juillet jusqu'à 2021. De juillet 2021 à novembre 2021. Fin octobre, début novembre 2021, c'était intense de fou. Mais genre vraiment, par contre, moi, les massages, incroyables. C'était vraiment fou. Bon, c'était une vie, je le referais s'il fallait le faire, mais c'était vraiment fou. C'était dingo. On se voyait pas avec Margot, c'était... On se voyait pas. On dormait ensemble. Je rentrais, lui, il dormait déjà parce qu'il se levait hyper tôt. Donc je rentrais, il était 23h30 minuit. Des fois, il dormait déjà. Il me préparait des fois un peu mon repas. Mais moi, j'avais même pas faim. Je mangeais même pas le soir tellement j'étais fatiguée. Et le lendemain matin, rebelote, moi, je te voyais pas. Enfin, on se voyait que le week-end en faisant les travaux. Ouais, mais après, on est parti. Donc, du coup, en plus, on a dû déménager. On a déménagé nous-mêmes de Paris à Région Rhône-Alpes. On a tout posé chez nos parents. On a pris un avion. Le 1er novembre, on arrive à Barcelone. Oui, parce qu'on a déménagé nos meubles. Donc, on a fait le déménagement nous-mêmes. Et ensuite, on a pris un avion de Lyon jusqu'à Barcelone. On a loué un Airbnb un mois
le temps de trouver un appart, parce que trouver un appart à Barcelone, c'est une Et galère. du coup, on arrive à Barcelone. Moi, j'avais encore avec mon boulot. On s'est arrangé. J'ai changé de poste et tout. Donc, j'avais un autre travail à distance. Moi aussi, j'aurais accepté le Mario avait travail. accepté. Donc, en fait, on est arrivé à Barcelone tous les deux avec un CDI. Donc, on va pas se plaindre là-dessus. C'était super. Un stress en moins. Donc, on arrive à Barcelone. Donc, on est en novembre 2021. Moi, dans la boîte, ça se passait bien, mon équipe était top, mon manager était hyper content de mon boulot, enfin, j'étais hyper sérieuse, donc il savait que quand j'ai tenté le travail, je bossais, quoi. Il savait déjà qu'à côté, j'avais des projets, j'avais plein de projets à côté, mais que le boulot, c'était le boulot, et je m'amusais pas à bosser à droite à gauche pendant que je vais bosser, quoi. Mais là, Et moi, j'étais entre Barcelone et Paris. Ouais. Pendant que l'on arrivait, j'ai essayé de gérer et de former des personnes pour prendre ma place et pour que la beauté tienne et voilà, et qu'on forme tout ça. Donc, j'étais entre Barcelone et Paris. Donc Vincent faisait quand même pas mal d'aller-retour entre Barcelone et Paris au début parce qu'il devait former des gens sur Paris, le temps que il puisse complètement se retirer de ce poste de responsable. Et ensuite, du coup, on était 100% à Barcelone. Donc on arrive à Barcelone, on s'installe, on trouve un appartement, on se réinstalle aussi au niveau des entreprises, De la vie. de la vie aussi. Ouais, c'était un changement total, hein. On a tout changé complètement nos rythmes de vie, que les entreprises dans lesquelles on bossait aussi s'habituent, nos équipes, etc. Parce qu'il fallait quand même s'arranger. Marlux Paris, du coup, pareil, c'était un peu entre les deux. On a voulu le relancer. Et en fait, à ce moment-là, après le Covid, tous les prix des transports ont augmenté. Énormément de choses ont augmenté. J'avais du mal à trouver des assurances et des entreprises de caution à l'époque. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus courant, mais à l'époque, j'ai vraiment eu du mal à trouver. Et en fait, la marge devenait rikiki et c'était plus un business model rentable. Ouais, pas du tout. Donc à un moment, il a fallu Il aurait pu l'être, mais il aurait fallu augmenter les locations. l'abonnement, ça aurait été beaucoup trop cher. Très compliqué. Du coup, j'ai dû prendre la très difficile décision de me dire j'arrête Marlux Paris. Et ça a été compliqué parce que c'était mon premier bébé, hein. Mais complètement, quand on revenait plus en arrière, quoi. Ouais. Cette blessure, on revenait plus en arrière. Ouais, cette fois-ci, c'était terminé et fallait se rendre à l'évidence. J'aurais pas été rentable pendant au moins 10 ans. Enfin, c'était des gros projets, j'aurais dû faire des levées de fonds, etc. Et j'étais pas prête à le faire. Et je me rendais à l'évidence qu'en fait, j'allais pas gagner d'argent avec cette entreprise. Et donc Margot a développé sa chaîne YouTube en français. Parce que maintenant, il y en a deux, mais il n'y avait pas encore les deux, je crois, peut-être. Non, à cette époque-là, il n'y avait pas encore la chaîne. Donc, il y avait que la chaîne YouTube que Margot a essayé de vachement développer quand même. Il n'y avait pas d'autre business pour le moment. J'avais plus de temps, effectivement, comme j'avais plus Marlux Paris, et je me suis dit, je vais faire un petit check sur les analytics, quelles sont les vidéos qui avaient bien marché. C'est un truc que je faisais jamais. Et après avoir regardé des vidéos YouTube qui disent comment se développer un peu plus, du coup, sur YouTube, j'analyse et je vois une vidéo qui avait très bien marché, c'est je vends mes sacs et accessoires de luxe. Et c'est vrai que j'en avais de nouveaux, etc. Et je voulais un peu trier pour me racheter autre chose. Donc j'ai refait cette vidéo. Ça a super bien marché. Tout le monde m'a contacté pour m'acheter mes pièces. J'ai tout vendu, mais c'était via PayPal, virement bancaire, parce que c'était comme ça, quoi. C'était personnel, c'était mes pièces à moi. Par Instagram, c'était un peu galère, du coup. Et à ce moment-là, on a reçu plein de commentaires en disant est-ce que tu peux refaire cette vidéo? J'aurais bien aimé acheter ça. Moi, je cherche ça. Je cherche ça. En fait, du coup, Margot a reçu le message. Ah, je cherche ça, trouve-moi ça. Bon, et en fait, on s'est dit, mais c'est pas notre métier. Ouais, c'était pas notre métier. C'était pas notre métier. Puis, du coup, j'avais une copine qui partait en VIE à Singapour, je m'en souviens, et elle voulait vite vendre des pièces parce qu'elle a besoin d'argent. Et je lui ai dit, écoute, tu les achètes. Et comme ça me permettra de faire ma vidéo où je vends les accessoires et tout. Elle bossait dans une maison de luxe, etc. Donc, bien sûr, j'ai expertisé les pièces. C'est aussi ça notre point fort. Et donc, je refais une vidéo comme ça. Et ça remarche. Ça marche. Donc, on s'est dit, bon, c'est bon, on fait un site. Il y a un truc. On a créé un site en un week-end. On avait les bases avec tout ce qu'on avait fait avant. Donc, on a fait un site. On a créé une DA très rapidement. Mais était méchant. Le site n'avait pas beaucoup changé depuis très peu de temps avant qu'on vérifie. C'est toujours le même site, t'inquiète. Il n'y a pas beaucoup de choses qui ont changé. Ça a marché. On a essayé de l'améliorer un petit peu maintenant. Mais en fait, c'est comme ça que Bamuchu Restore a commencé. Ouais, on a fait les premiers drops sur YouTube avec mes sacs perso, ensuite des copines. Et ensuite, maintenant, c'est vos sacs à vous qui sont vendus sur notre site. Et donc, au début, c'était un peu un side business. Donc, c'était à côté. On faisait pas ça à 100% parce que moi, j'avais encore mon CDI. On avait quand même nos boulots à côté. On a plus l'agence digitale. On avait pas mal de choses. Ensuite, on a décidé d'arrêter l'agence digitale parce que nous, comme on était à Barcelone, ça devenait un peu compliqué, etc. Donc, on s'est... on a arrêté. On a arrêté. Nos amis ont continué sur Paris. Ensuite, du coup, c'est posé la question... ensuite, ça c'est on a essayé de développer Bamuchu Restaurant. On s'est dit, en plus, Margot adorait. Bon, j'ai commencé à adorer aussi. On s'est dit, c'est trop cool. On essaie de faire grossir. C'est un time business quand même. Deuxième gros projet ensemble. Ouais, troisième, parce qu'il y a eu l'appart aussi. Ouais. Rénover un appart en couple, c'est un sacré challenge. Donc, on s'est dit, c'est bon, ça nous fait kiffer Bamuchu Restaurant. On essaie de faire grossir à fond. La vidéo YouTube aussi, elle prenait. Donc, après, on a créé ces drops. Donc, le back drop day qui est encore à l'actualité maintenant. Et il y avait un truc, quoi. Ça marchait bien. Il y a des live TikTok, ça a commencé à... Au début, ça marchait pas. Après, ça a commencé à marcher. On se dit, on a de plus en plus de personnes qui nous contactent. Donc, tout doucement, on a fait nos petites sélections. C'était un side business, donc on a un salaire encore à côté. Et après, ça a commencé... Prendre beaucoup de place. Jusqu'à prendre beaucoup de place.
chez nous. D'espace dans notre appart, on faisait tout chez nous. Ouais. Et après, à un moment donné, j'ai dit à Margot, arrête ton CDI. Et à un moment donné, si on veut que Bambuche Store commence à grossir, il faut que tu sois toi à 100%. Ouais. Moi, je garde mon CDI, je bosse à côté. Ça nous fait quand même une sécurité d'emploi. Parce qu'à ce moment-là, on se payait pas du tout. En fait, tout l'argent qu'on gagnait sur BAM Luxury Store, on le réinvestissait. Pendant un an, Ouais. tout l'argent gagné de Bambuche Store n'est jamais sorti de l'entreprise. Ouais, on a tout réinvesti, on s'est rien gardé pour nous. Moi, à côté, j'avais mon CDI et les massages, donc j'enchaînais les 3 activités. Toi, tu avais aussi ton CDI, tu avais le Bamioting, on avait aussi l'agence digitale. Bon, après qu'on a décidé d'arrêter parce que c'était plus possible de tout gérer. Vraiment, Bambuche Store, au début, ça a vraiment été À la mano, quoi. à la mano, quoi. Pour dire, de base, on avait récupéré des cartons, on a sorti des bouts le soir quand les boutiques fermaient pour les récupérer leurs cartons qu'elles pliaient, pour leur prendre leurs cartons. Dès qu'elle les jette, nous, on les récupérait, ça nous permettait de faire des cartons, quoi. C'est comme ça qu'on a lancé Bambuche Store, parce que les buts, commander des cartons, c'est pas ce qu'il faut, il y a plein de tailles différentes, Ouais. et ça, c'est pas quelque chose de normal. Minimum de quantité, fallait qu'on commande minimum 40, sauf que le problème, c'est que On savait pas si ça allait durer. on savait pas si ça allait durer, quoi. Au début, on avait 2-3 sacs par-ci, quelques petits accessoires, c'était pas une réelle entreprise, quoi. C'est un sac business. Et donc, en fait, on a tout l'argent qu'on a gagné, on l'a laissé dans la boîte. Et au bout d'un an, à peu près, je pense que j'ai dit à Margot, c'est bon, arrête ton boulot, allez, c'est moi qui te le dis, démissionne. Donc, j'ai démissionné. Pas s'embêter avec une autre congé et tout, j'ai dit, tu démissionnes, t'appelles, tu dis, t'as fini, t'envoies une lettre, t'arrêtes dans un mois, finito. Je crois que c'était 2 mois. 2 mois. Ouais, Voilà. c'était 2 mois, j'étais en cadre. Bon, j'avais un contrat cadre, donc c'était 2 mois. Après, je me suis arrangée, je crois que j'ai fait 1 mois et demi, parce que j'avais des vacances. Bref, je me suis arrangée. Ça s'est très bien terminé, ils l'ont très bien pris. Enfin, ils savaient potentiellement que ça pouvait arriver un jour. Et je leur ai dit, j'aurais même dit avant, j'aurais dit, il y a potentiellement moyen que je doive arrêter. Et donc, du coup, ils n'ont pas été surpris. Ça s'est très bien passé. J'ai toujours été hyper carré là-dessus pour être fair, parce que je sais que c'est quand même pas cool si, hop, ciao, bye. Et je voulais pas arrêter sec non plus, par respect. Et du coup, j'avais quand même mon activité de massage à côté, donc c'était pas YOLO, mais j'avais peur d'arrêter quand même mon CDI, parce que c'est quand même vraiment la sécurité quand même. Le stress de plus le salaire, il commence à arriver quand même. Et après, donc, Bambuche Essence grossit. Les massages, du coup, après, Margot décide d'arrêter les massages aussi, parce que ça prend trop de place. Le problème des massages, c'est quoi? Ça a ça a désorganisé l'emploi du temps, parce qu'en fait, il y avait des créneaux de massage qui tombaient d'une heure, comme ça, Dernière minute. en last minute, ou des fois, il y avait des créneaux qui étaient pris et les personnes ne venaient pas. Donc, en fait, c'était devenu très compliqué. Moi, vraiment, ça me saoulait à un moment donné. J'en pouvais plus, parce que je me dis, c'est impossible de gérer ça comme ça. Donc, j'ai dit, on arrête les massages aussi. Et du Puis coup, Margot, à ce moment-là, à fond sur les choses. Et moi, commence à prendre un petit salaire. C'est pas beaucoup au début. Et moi, à ce moment-là, j'ai décidé d'être plus sur Bambuche Store. Donc, j'ai demandé à ma boîte de faire un 39 heures. Donc, de plus être calme, je fais un 39 heures, mais que le matin. Donc, je bossais 39 heures par semaine, mais que le matin. Donc, je faisais 6 heures, midi et demi, je crois, comme ça. Donc, c'était et l'après-midi, jusque très tard le soir, je bossais pour Bambuche Store. C'est comme ça que tout doucement, on est arrivé. Et après, Il y a un moment, on a dit, on était just niveau finance pour te payer tous les deux, mais on s'est dit, YOLO. l'été La période de- 2024, donc l'année dernière. Faut être là, en fait, j'ai quitté mon boulot en novembre 2024. Octobre. Sinon, c'est octobre, pas si vieux que ça. En juillet 2024, on a pris nos premiers bureaux, ça y est. On a quitté l'appartement parce que ça devenait incontrôlable. T'as quitté ton boulot. Ouais, j'ai octobre quitté mon boulot 2024. En octobre 2024, j'ai démissionné ici pour être à fond sur Bambuche Store et les projets qu'on me monte à côté. Mais c'était un gros stress au début, hein. Être à 2, moi, ça m'a vraiment stressé aussi. Mais toi, ça t'a soulagé. Ouais, c'est un autre, tu vois, j'en pouvais plus. Ça faisait beaucoup, hein. Mais après, c'est un stress parce qu'on est tous les deux sur la même boîte. Donc, en fait, on se dit, si la boîte, elle crache. Ou s'il y a un mois où on n'arrive pas à assumer, enfin, on fait pas assez de ventes pour couvrir nos charges et nos salaires, ça coince, quoi. Mais bon, on est là maintenant, ça se passe pas trop mal. On s'est reste retenu. le minimum pour payer notre vie, l'appartement et tout, et c'est tout. Le reste, tout reste dans la boîte. Ouais. On considère qu'il faut tout laisser dans la boîte. Parce que nous, on a toujours monté nos boîtes, et depuis le début, en voulant payer le moins de marketing, voire pas du tout. Donc, Bambuche Store, à ce jour, a dépensé 0 € en marketing. Ouais, c'est vrai. Et du coup, nouveauté aussi, depuis mai 2025, là, depuis le 14 mai, nous avons notre premier employé. Ça aussi, ça a été un énorme stress supplémentaire parce que, En fait, tous les 6 mois, on se remet un stress de charge. ouais, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de charges, hein. Il y a le salaire, mais il y a toutes les charges patronales qui sont quand même assez conséquentes. On s'en rend pas forcément compte quand on est salarié, en vrai, hein. Et là, quand les impôts, Tout ce qui est les charges, on va dire, grosso modo, les charges, je gérer derrière. ouais, ça fait beaucoup, hein. C'est là qu'on se rend compte. C'est à ce moment-là, en fait, que quand il y a beaucoup de charges qui arrivent, qu'on se rend compte qu'à quel point, quand on est employeur et qu'on est patron, il y a beaucoup de charges. C'est un stress énorme. Et maintenant, c'est plus le même stress parce qu'il faut aussi on nourrisse cette personne, entre guillemets, il faut qu'on la paye tous les mois et on n'a pas le choix. Il faut que ça cartonne, il faut que ça fonce. Là, c'est plus que nous. Il y a aussi cette personne qu'il faut qu'on paye tous les mois. Là, c'est un nouveau stress. Mais c'est bien aussi, ça nous pousse. Et du coup, aujourd'hui, on a Bam Luxury Store qui est notre activité principale. Qui est Bamioting, qui est consultant pour les bateaux. Exactement. Et on a BAM Media aussi, qui est notre petite agence digitale qu'on a créée nous. On aide des Pour personnes. lancer une petite agence digitale. En fait, on te demandait souvent, toi, avec On a demandé souvent avec les bateaux aussi. Donc en fait, maintenant, BAM Yachting est vraiment une entreprise où on fait seulement du consulting dans le monde du yacht. Et BAM Media pour la partie création, contenu, gestion des réseaux et création de site. et création de sites. On faisait déjà un peu avant, donc maintenant on a vraiment différencié. On a vraiment nos 3 pôles différents. On appelle ça 3 pôles.
Les 3 s'appellent BAM pour commencer. Donc voilà, maintenant on en est. Mes réseaux sociaux également, mes 2 chaînes YouTube, donc une en français et une en anglais, TikTok, Instagram, les lives, tout ça. Un blog qui va bientôt sortir et ce podcast aujourd'hui qui Ce rejoint podcast. tout. Et de nouveaux projets Comment vous parler dans ce podcast. bientôt. Mais en tout cas, c'est tout pour ce podcast aujourd'hui. Je pense que ça a fait déjà une grosse partie. J'espère que c'est pas trop... J'espère que je fais pas trop long, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, merci aussi à cette communauté qui nous suit sur tous nos réseaux, qui est tout le temps bienveillante avec nous. On est très fiers de l'avoir. Et c'est pour ça qu'on a appelé ça la BAM Family, parce que pour nous, on est une famille online, mais aussi on aimerait bien, on a à cœur de faire des événements un peu plus physiques. C'est un peu notre safe place, en fait. C'est comme ça que ça a démarré et on veut vraiment que nos contenus soient engageants et on est dans la communauté. Tout ici, tout ce qu'on fait, c'est avec la bonne énergie, la good vibes, toujours on insiste. On s'aide en partage, en fait. Donc n'oubliez pas de vous abonner sur toutes les plateformes sur lesquelles vous nous écoutez. Mettez des commentaires sur YouTube. Mettez-nous des notes pour les podcasts, ça va nous aider à nous développer. On a du coup un peu répondu aux questions que vous nous avez posées lors de cette présentation. Donc là, on s'est présentés tous les deux, notre parcours, ce qu'on a fait, c'était un peu fouillis, mais il y a beaucoup de choses en fait à dire. Et c'est là où on se rend compte qu'on a fait quand même déjà pas mal de choses. Et dans les prochains podcasts, Ouais, l'objectif, c'est de répondre à vos questions aussi. Donc, on va vraiment faire un podcast toutes les semaines, tous les dimanches. Et l'objectif, c'est à la fin du podcast, on essaie d'avoir une trame à peu près toujours la même, de répondre à toutes vos questions que vous pouvez poser sur l'entrepreneuriat, le business ou tout ce que vous voulez, qui tourne autour de ça. n'hésitez pas à poser dans les commentaires sur YouTube par exemple, ou à nous écrire par message privé si vous nous écoutez juste sur nos réseaux, nos différents réseaux, vous pouvez. On va ouvrir un compte Instagram et TikTok pour ce podcast et une chaîne YouTube également. Chaque podcast, on va avoir des petits moments signature, un peu les galères de la semaine, les galères du mois, les réussites aussi. C'est bien de parler de réussite, mais c'est bien aussi de parler de galères. Vos questions, etc. On va essayer vraiment de construire ce podcast avec vous. C'est totalement différent des boîtes qu'on a. Vraiment répondre à vos questions et faire quelque chose qui vous donne envie d'entreprendre ou pas. Parce que il y a des gens, c'est pas fait pour. Là-dessus, il faut en être conscient, il faut respecter. Après, voilà. C'est tout, je crois, pour aujourd'hui. C'est déjà pas mal. Merci infiniment nous avoir écoutés ou nous avoir regardés. Et du coup, on vous dit À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. bye bye! Ciao!